Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce FC Politique spécial élection complémentaire en ville de Gland. Et s'ils étaient 4 jusqu'au 3 mars dernier, ils ne sont désormais plus que 3 pour ce second tour. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Et nous avons Aymara Buffa qui est en lice pour l'UDC Ville de Gland. Vous êtes comptable ici. La première fois, je vous ai décrite comme membre de l'APE. Je précise ici que vous êtes cofondatrice. Nous avons aussi Yves Froidevaux pour la plateforme PS Les Verts, secrétaire général de la SPV, la Société pédagogique vaudoise. Et enfin, Jérôme Frachebourg pour les GDG, les gens de Gland, spécialistes en marché public. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous avez bien vécu ce premier tour, on va y revenir. Mais avant ça, justement, je vous propose de revenir au 3 mars dernier. C'était les résultats du premier tour de cette élection complémentaire. Yves Froidevaux, 1216 voix, 34,42%. Frachebourg Jérôme, 1131 voix, 32,01%. Buffa Aymara, 602 voix, 17,04%. Et Arnaud Durand, 440 voix, 12,45%. C'est une victoire d'étape, hein. Donc il y aura un deuxième tour qui sera évidemment très difficile. Donc très satisfait évidemment du résultat du jour, mais ce n'est que partie remise puisqu'il y a ce deuxième tour et puis les différences sont pas énormes. Évidemment satisfait, mais je crois qu'il ne faut pas s'enthousiasmer aujourd'hui. Et puis la victoire, elle sera après le deuxième tour. Donc on se réjouit de poursuivre pendant 3 semaines. Je pense qu'il y a 2 candidats quand même qui se détachent, avec moins de 100 voix de différence. Donc je suis en numéro 2. Et puis les pourcentages des 2 autres sont quand même de relativement gros pourcentages qui ne correspondent pas, je dirais, à leur pourcentage de parti. Et quand on voit qu'il n'y a que moins de 100 voix de différence ici, je pense que c'est vraiment très ouvert, quoi. Je voulais donner la voix à cette minorité silencieuse qui habite chez nous. Qu'on n'offre aucune possibilité aux gens de chez nous d'avoir une autre perspective d'avenir. Et je pense qu'il est louable de ma part et de la part du groupe de peut-être donner une deuxième chance et de continuer sur cette initiative. Alors on verra bien. C'est un record historique pour le Parti Pirate vaudois. On n'a jamais fait plus que 10%, donc c'est génial. Et pour le deuxième tour, je me couche, comme je l'ai dit. Je soutiendrai Aymara et le Parti Pirate vaudois en fera campagne. Pour la première fois, on soutiendra Aymara. C'est ma décision, c'est aussi une décision du comité. Et en tant que pirate, c'est moi qui décide. Enfin, on décide tous ensemble, mais la décision est prise en comité élargi. Ces interviews effectuées juste après la connaissance, enfin que les résultats de ce premier tour soient connus. Honneur au vainqueur, Yves Froidevaux. Alors, vous êtes arrivé en tête, vous espériez être tiré par cette votation fédérale sur la 13e rente AVS. Ça n'a pas tout à fait fonctionné, même si vous êtes arrivé premier. Il n'y a pas eu beaucoup d'impact, je pense, sur la 13e rente. On voit d'ailleurs qu'il y a une grande différence en termes de votants. Il y a un tiers des votants qui n'ont pas voté pour les communales. Donc c'est assez interpellant, effectivement. Donc oui, satisfait, comme vous avez pu le voir. Et puis là, c'est une nouvelle page blanche qui doit s'écrire. Donc en tout cas, oui, de la confiance, mais évidemment aucune conviction absolue de gagner, bien sûr. Donc on verra. Mais ce qui est historique, c'est que pour la première fois, un GDG ne sort pas premier. Voilà, alors justement. Voilà, ça marque en tout cas la petite histoire glandoise, en tout cas pour ça. Voilà, on va y revenir. Vous vous battez un peu contre l'hégémonie des GDG à la municipalité. Jérôme Frachebourg, vu que vous êtes interpellé en tant que GDG, est-ce que vous êtes à l'aise avec la candidature d'Aymara Buffa? Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement elle grignote des voix de droite qui pourraient vous échoir? Oh non. Premièrement, vous cataloguez le GDG comme parti de droite. Alors, je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire ça. Parti du centre. GDG, c'est un groupe d'opinion libre. Et c'est un parti, justement, on se sent bien parce qu'on n'a pas de mot d'ordre qui vient d'en haut. On peut exprimer son avis comme on le pense. On n'a pas de doctrine de vote.
Donc non, je n'ai pas peur que Aymara Buffa prenne des voix au GDG. Oui, mais certes, mais si on est ouvertement de gauche, on peut se dire que quand même, on va voter pour la plateforme de gauche. On pourrait se dire que naturellement, des voix à droite, des votants à droite, des électeurs à droite seraient plutôt enclins à voter GDG s'ils ne veulent pas voter à gauche. Alors ça, le Gland est assez spécial à ce point de vue-là. Le ralliement du parti pirate à l'UDC, par exemple, c'est des choses assez imprévisibles qu'on aurait eu de la peine à prévoir, je dirais, sur la base des positions respectives des partis. Je pense qu'il y a quand même un phénomène, effectivement, que le GDG, un peu le parti contre lequel on veut se liguer. Et voilà. Et voilà. Aymara Buffa, pourquoi se relancer? Vous pensez vraiment que les voix, justement, pirates, comme l'a dit Jérôme Frachebourg, vont faire la différence, que tous les pirates vont vraiment voter pour l'UDC? Alors je pense que c'est déjà une jolie façon de pouvoir travailler avec les deux côtés divergents de l'hémicycle. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu contre nature que le parti pirate et l'UDC se rallient, mais à mon sens c'est la preuve tangible que l'on peut collaborer, peu importe nos opinions, si le but commun est atteint. Alors vous aviez fait respectivement vous-même et Arnaud Durand 602 et 440 voix, soit au total 1042 voix, c'est-à-dire 29,49%. Cumulé, la marche est quand même assez haute pour arriver en première position, puisque je le rappelle, Yves Froidevaux a fait 34,42%, il est arrivé premier, et Jérôme Frachebourg 32,01%. C'est vrai, je l'ai dit, vous grignotez certainement une partie de l'électorat du GDG. Est-ce que c'est pas un peu joué contre le camp de la droite? Je ne pense pas, si je peux me permettre. Comme l'a dit très justement Yves tout à l'heure, il y a quand même 20%, enfin un quart, une tiers de la population qui ne s'est pas exprimée. Et j'estimais qu'il est encore possible que ces gens-là puissent donner leur voix. Et puis ça doit rester ouvert. Donc non, je ne pense pas que l'on puisse grignoter des voix. Les personnes qui ont voté à gauche revoteront à gauche s'ils se lèvent le matin. Les personnes qui sont convaincues par la façon dont le GDG gère la ville feront de même. Par contre, nous, on propose une autre vision. Alors il y a une inconnue, toujours à droite, c'est le vote du PLR. Jérôme Frachebourg, vous pensez que le PLR sera plutôt enclin à vous élire, vous, ou bien à apporter ses voix sur Yves Froidevaux? Alors, si on raisonne, je dirais, sur les couleurs, la droite-gauche, théoriquement, ça serait plutôt pour le GDG, mais les élections passées ont montré que cette logique-là n'était pas toujours respectée. Donc, et d'ailleurs, le PLR n'a pas donné mot d'ordre, il a laissé ses membres libres de voter pour qui il voulait. Donc je pense que ce pronostic-là est assez difficile. C'est vrai que le GDG, c'est un peu l'ogre à Gland. Vous avez 5 sièges sur 7 à la municipalité, un très gros groupe au conseil communal, vous faites peur à tous les autres partis et on pourrait se dire que finalement le PLR en vue des élections de 2026 aurait plutôt tendance à laisser la gauche revenir à la municipalité. Vous volez entre guillemets le siège que vous avez obtenu en 2021 pour qu'eux-mêmes puissent conserver leurs 2 sièges en 2026. Vous êtes un vrai stratège politique, mais disons que ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que ces 5 sièges du GDG, c'est la population qui les a mis en place. Ce n'est pas une logique arithmétique, c'est un vote du peuple. On le respecte, et puis la logique, c'est de continuer à respecter ce vote-là. Et le GDG, c'est pour ça qu'il a choisi de représenter un candidat. Alors Yves Froidevaux, vous avez adressé une lettre ouverte aux Glandoises et aux Glandois, et puis vous pointez justement cette hégémonie GDG en ville de Gland. Le but, c'est pour vous vraiment de réinstaller la gauche aux manettes et peut-être d'offrir une visibilité justement en vue de 2026 pour aller être un peu plus gourmand et peut-être proposer un deuxième candidat.
C'est ça la Ouais, alors, stratégie. c'est effectivement la stratégie. Moi, je pense que si le GDG se présentait à 6 ou à 7, ils auraient les 6 ou les 7 sièges. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, je pense que ça nuit au débat démocratique. Et je pense qu'il y a une partie de la droite qui partage cet avis que le deuxième plus grand groupe du Conseil n'ait pas de représentants, que ça pose problème. Il y a aussi des GDG qui le disent en off, que ça ne va pas d'avoir en fait, autant de GDG et puis l'absence totale du deuxième plus grand groupe au sein de la municipalité. Donc je crois qu'effectivement, c'est l'enjeu qui est devant moi. Et puis je voulais juste préciser, parce qu'on parlait des partis où on se sent bien, chez nous on se sent très bien aussi. Et les gens peuvent voter aussi ce qu'ils veulent dans notre groupe. La seule règle, c'est qu'on ait une discussion à l'interne, mais on a pu de voir qu'on n'est pas toujours d'accord. Donc c'est la démocratie et la pluralité des opinions. Donc je crois qu'on a cette même liberté qu'au GDG et on se sent très très bien chez nous aussi. Mais si la plateforme PS Les Verts n'est pas encore ou à nouveau à la municipalité, c'est pas dû à une stratégie malheureuse. En 2021, vous auriez pu conserver votre siège. Vous avez présenté plusieurs candidats. Alors est-ce qu'il n'y a pas là quand même un petit esprit un peu revanchard? Il n'y a aucune revanche, il y a un constat. Ensuite, on peut discuter de toutes les stratégies. Je crois que je ne suis pas là pour le faire. Simplement, aujourd'hui, le deuxième plus grand parti du conseil communal, un parti qui est représenté au niveau cantonal, qui a des liens forts aussi au niveau cantonal, ce qui peut évidemment aider aussi la commune par rapport au réseau, n'est pas représenté à la municipalité. Et je pense que c'est dommageable au débat. Il y a un groupe fort qui n'a pas ces contacts, ces liens, et c'est effectivement le constat que beaucoup de gens font, même beaucoup de GDG, mais ils ne le disent pas ouvertement, évidemment, dans cette campagne. Alors, je suis ravi que M. Froidevaux parle au nom du GDG. Non, j'ai parlé de personnes du GDG, je n'ai pas parlé du GDG. J'aimerais juste rajouter un élément quand même. Là, on n'arrête pas de parler parti, mathématiques, plus voix, plus trucs, stratégie. Une élection à une municipalité, et d'autant plus une élection complètement, c'est quand même une élection de personnes aussi. Donc on élit des compétences, on élit un parcours de vie, on élit une personnalité. Donc j'aimerais aussi amener cet élément-là au débat, parce que là, à la limite, on doit élire le parti avant d'élire la personne. Moi, je pense qu'à l'exécutif, c'est important d'avoir aussi des personnes compétentes et les bonnes personnes. Alors, vous avez entièrement raison, et on sait déjà l'analyse des résultats, mais effectivement, ce premier tour, c'était un peu une présentation, un catalogue de personnalités, en tout cas de candidats. Il fallait s'affirmer en tant que candidat. Ce qui risque de changer un petit peu sur ce deuxième tour, où on voit que vous trois, vous arrivez avec des positionnements un petit peu plus clairs sur les sujets. Par exemple, pour vous, Jérôme Frachebourg, si l'on parle de sport, un positionnement clair, la patinoire et la piscine. On parle d'infrastructures sportives, c'est quelque chose qui vous plaît, le sport, pour lequel vous allez militer. Est-ce qu'il y aurait d'autres infrastructures? Comme je l'ai dit, le sport fait partie de ma vie à titre personnel. J'en ai fait tout le temps, ça fait partie de mon hygiène de vie quelque part. Donc piscine, patinoire, oui, à deux conditions. La première, c'est financier. Donc pour être à la commission des finances, on a vu passer le premier projet de patinoire, on n'a pas accepté. Donc il faut un montage financier qui tienne la route. Et la deuxième restriction, elle est écologique, je dirais. Il faut des projets qui fassent sens au niveau durabilité et au niveau écologique. Mais si ces deux conditions sont remplies, je suis favorable à une patinoire et une piscine. Je pense aussi que c'est un bon facteur de cohésion sociale, par ailleurs, qui participe à unir les gens en leur offrant des activités. Alors, en dehors du sport, est-ce que vous avez d'autres thèmes de campagne pour ce second tour? Alors, j'ai mis en avant 5 thèmes généraux: durabilité, mobilité, convivialité, responsabilité. J'ai rajouté l'égalité salariale, parce que c'est un combat que je mène depuis nombre d'années. Alors, je m'empresse de préciser qu'au niveau de la commune a prouvé que l'égalité salariale était respectée, mais c'est loin d'être le cas partout en Suisse. Donc, c'est les 5 thèmes que j'ai mis en avant. Aymara Buffet, on a bien compris, une première partie de campagne, comme l'a très bien résumé Jérôme Frachebourg, axée quand même sur la personnalité, sur ce contact avec la population. On ne va pas se cacher, vous avez quand même peu de chances d'arriver première, mais néanmoins, pour l'UDC Gland, l'objectif,
c'est de faire de la visibilité. Si vous n'êtes pas municipal, vous serez at minima président du conseil communal l'année prochaine. Et puis ensuite, il y a, comme je l'ai déjà dit, les élections 2026. Vous vous représenterez très certainement. Mais tout de même, il faut aussi se positionner sur certains thèmes. Alors, vous, il y a particulièrement 3 thèmes, le pouvoir d'achat, la qualité de vie, et bien évidemment, un thème cher à l'UDC, la sécurité. Mais alors, expliquez-nous ces 3 thèmes, parce que on pourrait dire que c'est des lieux communs, ces 3 thèmes. Alors, bien entendu, bon, on en avait déjà eu l'opportunité d'en parler quelque peu lors du premier débat. Et comme je le disais, effectivement, le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Primo, c'est mon métier, je suis comptable. Je fais les déclarations fiscales d'énormément de personnes et je me rends compte qu'effectivement, on a quand même un problème, non seulement à Gland, mais en Suisse en particulier, avec des salaires qui ne suivent pas, des charges qui sont beaucoup trop grandes. Alors bon, au niveau communal, la seule chose que l'on peut faire, c'est effectivement maintenir le point d'impôt, peut-être faire des subventions ou subventionner certains projets de façon un peu plus proactive. J'avais amené le sujet de pourquoi ne pas offrir un peu plus de transport public à nos aïeux. On sait que les AG, par exemple, coûtent extrêmement cher. Autre chose aussi qui peut amener dans le pouvoir d'achat, c'est de proposer des activités qui ne coûtent rien. Les activités qu'on propose actuellement à Gland, tennis et autres, c'est payant. On ne peut pas juste s'y rendre et profiter comme on le ferait au bord du lac, ou profiter de notre littoral, ou bien dans une plage, par exemple. Donc, c'est vrai que ça, c'est des choses qui, pour moi, ont beaucoup plus d'importance que de partir sur avec des projets faramineux qui non seulement coûtent une fois pour les faire, mais ensuite, ils coûtent une deuxième fois lorsqu'on veut les utiliser. Alors, on a parlé avec Jérôme Frachebourg de patinoire et de piscine. Alors, pour vous, de nouveau, il ne faut pas se positionner là-dessus. Si, alors au contraire. Ça coûte à la construction, ça coûte à l'entretien, et ça coûte à l'utilisateur. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, primo, c'est clair que ces 2 projets dont on parlait, en particulier une piscine, parce que c'est vraiment un projet qui est attendu par là. Il y aura un prix d'entrée, là. Alors oui, bien sûr, mais typiquement, par exemple, la piscine à Nyon, si vous êtes habitant de Nyon, le prix n'est pas pareil que si vous n'habitez pas Nyon. Donc on pourrait très bien fonctionner avoir un peu cet ordre d'idées. Ouais, de toute façon, un prix pour le ticket d'entrée. Évidemment, mais ce genre d'infrastructure, ce n'est pas fait pour faire des bénéfices, c'est pour le bien-être de la population. Mais lorsque, au départ, comme on l'a dit, et d'ailleurs très justement, Jérôme l'a rappelé, la Commission des finances n'a pas accepté le projet initial, c'est parce qu'il n'y avait pas c'était non seulement c'était un projet qui n'allait avoir aucun bénéfice pour la population au niveau pécunier, mais non plus pas, à mon sens, au niveau de l'utilisation. Yves Froidevaux. Je pense qu'une patinoire pourrait être quelque chose de super, mais pas dans comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, pas dans cette configuration. Voilà, Yves Froidevaux, la patinoire, ça vous parle, hein. Alors, la patinoire, on en a débattu plusieurs fois ici. Moi, j'étais très critique sur le projet, mais sur le montage essentiellement, pas sur le fond. Patinoire, piscine, alors moi, je signe demain, mais je pense que la capacité financière aujourd'hui de la commune permet pas de faire les 2 sans augmentation d'impôts ou endettement. Et je pense qu'il faut maintenant aussi travailler avec la population, de voir, de les consulter, savoir quelles sont leurs priorités par rapport à ces 2 projets, qui sont les 2 intéressants, évidemment. Mais il y a aussi beaucoup d'autres projets qu'il faut financer à la commune. Et il n'y a pas que la patinoire et la piscine. Donc on ne peut pas utiliser tous les moyens à disposition là-dessus. Et donc je pense qu'il y a effectivement plus de participation de la population pour aussi définir les priorités avec elle. Alors voilà un bon thème de campagne, parce que, plus largement, j'ai quand même rappelé par équité vos thèmes de campagne à vous. Alors, intégrer la vie des habitants et des acteurs locaux dans les grands projets communaux, la construction d'appartements à loyer modéré, renforcement des transports publics, et puis une politique de la ville et des quartiers. Mais là, voilà un sujet que vous amenez sur la table, la hausse d'impôts pour financer les infrastructures. Je crois comprendre, d'après ce que vous dites, que vous seriez pour, en tout cas, c'est ça ? Pour financer une patinoire. J'ai juste dit que s'il fallait construire patinoire, piscine, plus
tous les enjeux, l'agrandissement de la ville, l'administration qui doit effectivement répondre à tous les besoins, élargir les horaires des bus, il y aura une question de financement. Donc, j'ai plutôt dit l'inverse. J'ai dit il faudra se poser la question de savoir si on veut patinoire et piscine, et puis quelles conséquences seraient fiscalement. Est-ce que la population veut ça ou pas? Aujourd'hui, je pense que de faire les deux, c'est pas possible. Il faut choisir pour ne pas augmenter les impôts. C'est ça votre position? Exactement. Je pense qu'il faut faire des choix. Et puis, dans une campagne politique, on fait 1 million de promesses sans réfléchir au financement. Je pense que, pour ma part, la question, évidemment, elle est cruciale. Aujourd'hui, pour moi, je pense que la commune peut vivre sans augmenter les impôts, mais on devra faire des choix. Et on ne pourra probablement pas faire une patinoire et une piscine, et il faut demander aux Glandois ce qu'ils veulent. Jérôme Frachebourg, alors attendez voir. Pour faire campagne en même temps que vous, messieurs, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de parler avec nos concitoyens. Et nos concitoyens, actuellement, en tout cas, leur retour, c'est effectivement une plage, un littoral lacustre qui soit digne de ce nom. Ce sont des choses qui sont dans le pipeline depuis des années, on en parle, mais rien ne se fait. Donc, plutôt que de partir sur un projet illusoire qui va coûter, pourquoi ne pas nous allier, messieurs, et puis allons ensemble pour ce genre de projet. Mais sur cette question de la hausse d'impôts, par exemple, pour financer des infrastructures, quelle est votre position à vous? Moi, je pense qu'effectivement, nous sommes battus et nous attendons une baisse d'impôts au niveau cantonal. Ce n'est pas pour que la commune augmente ses impôts. Donc, il faut choisir sur ces infrastructures. Absolument. Je pense qu'il faut vivre avec ce qu'on a, quelque part. On a un porte-monnaie, on a une scarcelle, et puis il faut y faire avec l'argent qu'on a. Comme dans tout le foyer. Je veux dire, on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Même pour des infrastructures qui seraient importantes pour la ville, qui pourraient poser la question éventuellement d'une hausse d'impôts. Il ne faut surtout pas passer par une hausse d'impôts, même s'il y a un point d'impôt. Non, je pense que vraiment, effectivement, actuellement, ce n'est pas le moment d'augmenter les impôts. Nos concitoyens sont vraiment étouffés par les charges, et ça serait contre-productif. Jérôme Frachebourg, vous êtes pour la patinoire et pour la piscine. Oui. Alors on le fait comment? On le fait avec une hausse d'impôt, sans hausse d'impôt? Non, il n'y a pas besoin de hausse d'impôt. J'aimerais d'abord dire que les finances gauloises sont saines, elles sont bien gérées. Tenues par un municipal GDG d'ailleurs. Oui, alors tant mieux. On a fait une comparaison à la commission des finances entre les 17 villes du canton de Vaud, donc les 17 localités qui ont plus de 10 000 habitants. Gland arrive en deuxième le plus favorable. Donc je pense déjà que là, on a un taux d'impôt actuellement pour une ville qui est très favorable. Deuxièmement, on a un plafond d'endettement autorisé à 175 millions de francs. Actuellement, il reste un solde disponible de 63 millions à mi-législature. Moi, je pense qu'en priorisant bien dans le temps, en faisant des projets bien dimensionnés, on peut faire piscine et patinoire. Et on peut tout se permettre. La ville de Gland... Je n'ai pas dit qu'on pouvait tout se permettre. Jusqu'à maintenant, ces finances sont bien gérées, on n'a rien dû se refuser quelque part. Voilà, mais dans le temps, si je vous entends bien... Il faut continuer comme ça, avec une commission des finances qui veille au grain, etc. Et jouer le jeu conseil communal exécutif. Mais je pense qu'on a les moyens de se payer des infrastructures à Gland. Bien sûr, il faut être raisonnable. Je veux dire, il faut prioriser dans le temps. On ne va pas tout faire en même temps. Mais si on fait bien, si on priorise bien, si on étale bien les projets dans le temps, là, on se dote des infrastructures. Je vous ai senti réagir. Moi, je suis content de découvrir l'argent magique, parce que le problème, c'est pas l'investissement. Alors d'abord, aujourd'hui, le coût de l'emprunt est plus... l'argent gratuit n'existe plus, donc ça a augmenté. Mais c'est les coûts de fonctionnement qui sont très importants pour une patinoire et puis pour une piscine. Et donc ça, il faut évidemment l'intégrer avec d'autres projets. C'est pour ça que je pense qu'on doit faire des choix. Ce que je dis, c'est que je ne suis pas favorable à une augmentation des impôts, à moins que la population nous dise que ce serait génial d'augmenter les impôts pour tout faire en même temps, mais on devra faire des choix. Et dans ces choix, il n'y a pas que le sport qui doit être mis en avant, il y a aussi des éléments pour la population, d'autres infrastructures, un besoin de mobilité qui aujourd'hui n'est pas couvert à satisfaction. Et puis, effectivement, une politique aussi du logement qu'on peut évoquer, mais qui mériterait un sérieux coup de boost, notamment pour les familles qui ont des moyens limités.
Donc, c'est chou de vouloir tout mettre pour le sport. On a mis une fortune. On a mis pour le sport. Il dit qu'on peut étaler dans le temps. Pour le centre sportif qui, finalement, coûte le double de ce qui était prévu au départ. Je pense qu'il y a aussi des choix à faire. Donc, oui, à une patinoire ou une piscine, mais de manière... Je n'ai pas dit ça. Mais de manière... que ce ne soit pas en même temps et que ce soit effectivement... pas au détriment d'autres projets de la ville. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, je propose qu'on continue sur les sujets d'importance régionale ou d'importance communale. Et on va commencer par parler de sauvetage, puisqu'on a appris au Conseil intercommunal de jeudi dernier qu'il manque plus d'1 700 000 francs pour terminer le Lapin Blanc. Alors, le Lapin Blanc, c'est ce bâtiment d'accueil au pied des pistes de la station de ski Jura-sur-Léman, qui devait être construit par la filiale française de Télédôle. Les autorités françaises ne veulent pas mettre la main à la poche pour continuer de financer ce projet. Alors, pour éviter la faillite de Télédôle et peut-être plus largement de la région, il y a 3 solutions. Revenir avec un préavis devant les communes membres, trouver de l'argent auprès du canton ou compter sur un généreux donateur. Je vous propose de vous concentrer sur la première solution, revenir avec un préavis devant les communes membres. Je vous rappelle qu'on a quasiment que 2 mois. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un membre du CODIR sur notre antenne pour trouver cet argent. Alors, est-ce que vous êtes prêts à remettre de l'argent, à faire campagne pour remettre de l'argent auprès du conseil communal si vous êtes élu à l'exécutif pour sauver le Lapin Blanc, sauver Télédôle et sauver la région? Ça roule de chevalier blanc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe de revenir au niveau communal pour mettre de l'argent là-dedans, Yves Froidevaux? On est beaucoup à avoir un attachement affectif à la Dôle, parce que c'est là qu'on a appris à skier, pour une partie de... je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais la question quand même de l'avenir du ski en moyenne montagne se pose fortement, et je sais que notamment Télédôle se pose la question d'activité 4 saisons. C'est vrai, mais là, ça c'est un bâtiment d'accueil qui pourrait être dédié aux 4 saisons. Justement, je me permets de terminer. Donc, si on est dans ce concept-là, je pense qu'effectivement, il faudra malheureusement mettre un bout pour terminer ce bâtiment, parce que ça reste un pôle touristique important de la région. Il faut remettre la main à la poche. Les communes doivent payer. Je pense qu'il faudra mettre la main à la poche. Maintenant, il faudra des explications pourquoi ce projet a explosé en coût, parce que ça devait coûter, je crois, un peu plus d'1 million, et puis finalement, on a des sommes assez considérables. 1,7 million. Voilà, et on se retrouve... Qui manque, 1,7 million, c'est ce qui manque. Mais au départ, ça devait coûter beaucoup moins cher que le projet final. Donc pourquoi ça coûte cher? Et je pense qu'il faut aussi dire que c'est la dernière fois qu'on mettrait la main à la poche, et qu'il faut maintenant développer un vrai projet 4 saisons qui permette, je dirais pas de se passer du ski, mais de prendre en compte le fait que le climat fait que le ski à la Dôle, c'est un peu du passé. C'est terminé. Jérôme Frachebourg, oui. Alors, quel est votre avis? Est-ce que... Alors, mon avis est le suivant. On ne peut pas fermer la porte d'entrée, je veux dire, avoir une position dogmatique comme ça. Je partage l'avis d'Yves Froidevaux que si on est lucide, on regarde l'évolution, qu'est-ce qu'on a pu skier ces dernières années à la Dôle, je veux dire, c'est clair que l'avenir, il n'est pas au ski à la Dôle. Donc, là, pour remettre de l'argent, il faut un projet solide, mais où ce bâtiment sert essentiellement, ou en tout cas tout autant en été, il faut un projet 4 saisons. Oui, mais alors ça, c'est pour le projet. Mais là, il s'agit de sauver Télédôle et plus largement, éventuellement, de sauver la région d'Oignon. Alors, est-ce qu'il faut mener campagne pour cet objet? Moi, sans connaître le projet où il faut remettre de l'argent, je ne vais pas mener campagne, non. D'accord. C'est quand même aux gens qui viennent chercher cet argent de nous présenter un projet crédible, aussi avec un échelonnement dans le temps, c'est-à-dire une vision à long terme, parce que le ski à la Dôle, je pense qu'on a déjà vu ces dernières années, dans les prochaines années, il faudra mettre une croix dessus, quoi. Aymara Buffa, votre avis là-dessus? Je rappelle quand même que les communes avaient cédé leurs actions à Télédôle, à qui on promettait des jours heureux. Exactement. Bon, alors, j'ai eu la chance de tirer cette fameuse petite question la dernière fois. Donc, j'avais déjà donné mon ressenti. Mais là, les choses se précipitent. Tout à fait. J'avais eu fin nez, je crois. J'aborde entièrement dans le sens de
de mes camarades ici présents, je pense que se positionner sans connaître réellement les tenants et aboutissants de la demande qui va nous être faite, c'est un peu la boule de cristal. Factuellement, comme ça, comme je l'ai dit la dernière fois, non, je ne suis pas trop pour redonner des deniers communaux pour un projet où on n'a pas finalement la main mise. Donc, attendons et pour qu'on voyons. comprenne bien, d'après ce que vous me dites, vous êtes au sein de la municipalité, vous discutez au sein du collège pour savoir si justement il faut sauver ou pas Télédôle, en gros c'est ça. Vous dites non, le ski c'est mort. Alors le Dôle, ski, c'est mort. comme l'ont dit mes compagnons si préopinants, merci beaucoup, j'allais le dire, mes préopinants, je pense effectivement que le ski en moyenne montagne, c'est illusoire, sauf année exceptionnelle, mais il n'y a pas que le ski, puisqu'on a vu, il y a le Vélopodôle qui est passé dernièrement sur vos antennes, donc il y a ça, il y a la marche, il y a la course, il y a un planel de choses que l'on pourrait faire dans cette Dôle. Et si le projet qui va nous être proposé est quelque chose de viable, puis effectivement, de 4 saisons, on pourrait trouver la discussion. Mais il faudrait vraiment un projet factuel. Le sentiment général est plutôt d'attendre qu'on sache exactement les tenants et aboutissants. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je pense que les dégâts d'une faillite de Télédôle seraient trop importants aujourd'hui pour pas se poser la question sérieusement de mettre des sous sur la table. Il faut sauver Mais il faut être clair que ce sera la dernière fois et qu'un projet 4 saisons doit être positionné très rapidement. Donc oui, il faut sauver Télédôle parce que c'est trop risqué et pour le pôle touristique que toute la région ce serait un impact trop grave. Donc voilà, je vous ai vu un peu... Non, mais c'est un peu le sentiment général. Voilà. Alors écoutez, mesdames, messieurs, je vous propose maintenant de revenir sur des sujets communaux. On va se pencher sur l'ordre du jour du prochain conseil communal glandois. Et on commence avec les démarches participatives. Ça, c'est un thème qui est un peu transversal. Alors, le conseil doit se prononcer sur un projet de budget participatif qui doit permettre aux glandois de proposer leur projet, de voter sur les projets qui seront réalisés, de participer à leur mise en œuvre. En gros, il s'agit d'acheter un logiciel qui pourrait être utilisé pour consulter les glandois également sur d'autres projets de la ville. Alors, quand même, vous êtes élu à l'exécutif. Est-ce que le tout participatif, c'est une bonne idée? Est-ce qu'on ne vous élit pas, finalement, pour prendre des décisions et que c'est un peu facile, quand même, de dire aux habitants de la ville dites-moi ce que je dois faire? Aymara Buffa. Non, je ne crois pas. Au contraire, je crois que c'est vraiment une jolie initiative que de partir comme ça. Ville est une ville des idées et aussi ce préavis parle aussi du fait que c'est des jeunes à partir de 16 ans qui peuvent amener les projets. Donc ce n'est pas seulement des gens qui sont d'ores et déjà élus. Ça va amener une fraîcheur, je pense. Moi j'estime que 100 000 francs pour la population, c'est pas cher payé. Et encore une fois, c'est un préavis qui est sur la longueur. On pourrait avoir 1, 2, 3, peut-être même 15 projets de montants différents. Et vraiment, en tout cas, je suis très optimiste par ce préavis et par les idées qui vont émerger de notre population. C'est un projet à 100. La municipalité demande 154 000 francs, 500 pour être précis. Yves Froidevoie, évidemment, le côté participatif, ça plaît à la gauche. Mais c'est pas que ça plaît à la gauche. Je pense que ça doit plaire à tout le politique parce que c'est pas parce qu'on est élu tous les 5 ans que pendant 5 ans on prend les décisions qu'on veut. Et puis pour moi, il y a à la fois rendre compte auprès de la population, mais aussi sentir le pouls, sentir les besoins. Et je pense que le participatif, c'est plus un état d'esprit qu'un logiciel. Donc c'est très bien ce projet, mais derrière, il ne faut pas faire que du participatif sur ces micro-projets, ces micro-financements, mais sur d'autres projets de la ville de manière beaucoup plus large. Puis le participatif, il se fait aussi en vrai, avec les vrais gens. Il y a des communes, par exemple, qui font des sorties le soir avec des femmes. Des marches nocturnes, par exemple. Marches nocturnes, pour voir les endroits où elles se sentent bien, pas à l'aise, où il faudrait plus de lumière.
Et ça, c'est du participatif aussi. Et je pense que des choses qui sont hyper importantes parce qu'on doit... oui, on est élu pour décider, mais on est aussi élu pour entendre. Et on est aussi élu surtout pour écouter. Et je pense que ça fait partie d'un rôle d'un municipal d'être proche de la population, d'être à son écoute. Et globalement, le politique, la municipalité doit jouer ce rôle-là. Jérôme Frachebourg, j'imagine vous êtes d'accord avec, hein, évidemment. Avec le projet. Avec ce projet. Tout à fait. Ouais. Mais finalement, ce que vient de dire Yves Froidevaux, d'être à l'écoute, c'est pas finalement ce que le politicien, j'allais dire presque à l'ancienne, faisait en allant se balader au marché, en écoutant ce que ses concitoyens disaient. Pourquoi il faut maintenant, aujourd'hui, appeler ça démarche participative? C'est le rôle d'un élu, c'est clair. Et disons que c'est un rôle plus facile au niveau communal, parce que Gland n'est pas très grand, que si vous êtes conseiller fédéral puis que vous voulez faire participer toute la Suisse, ça devient assez compliqué. Et alors sur cette écoute... Par rapport au projet, donc je suis pour, et je partage aussi l'avis d'Yves Froidevaux, je pense qu'il y a certains domaines où le participatif n'a pas encore été bien employé à Gland. Je pense en particulier à l'aménagement du territoire, que ce soit la loi fédérale, la loi cantonale, c'est même mis dans la loi que ce genre de projet, les plans d'affectation, la population doit participer quelque part à leur élaboration. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très peu vu, et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait clairement améliorer au niveau de la commune. Mais alors sur ce point-là, comment faire? Parce que c'est quand même très encadré, c'est très technique. Vous êtes un spécialiste des marchés publics, vous connaissez, j'imagine, parfaitement, j'allais dire la manivelle, mais pour monsieur et madame tout le monde, là, ça devient quand même une gageure. C'est technique, mais on peut vulgariser ça. Il y a des gens qui savent organiser des démarches, on peut aller dans des quartiers, on peut expliquer. Un plan d'affectation, ça parle à personne, mais si on leur dit on va construire à côté de chez vous telle et telle chose, ou bien, je ne sais pas, là on va mettre une zone d'utilité publique et puis on va y installer une patinoire. Bref, c'est des matières qui, vues de loin, sont arides, mais qui peuvent tout à fait être vulgarisées. Et on peut, à mon avis, aller chercher l'avis de la population sur ce genre de choses. C'est même important parce que ça impacte la vie de la commune pour 10 ans, pour 15 ans. Je pense que là, il y a un progrès à faire. Mais c'est pas là, justement, où on délègue ça à un exécutif, parce que, comme vous le dites, sur un sujet facile, tout le monde peut avoir son opinion, mais si je parle de l'AT... Le plan d'affectation, il est voté par le conseil communal, donc on délègue pas tellement à l'exécutif. Il peut proposer quelque chose, mais... C'est censé être des gens qui connaissent. On voit au niveau cantonal... plan d'affectation Lavaux qui donne pas mal de soucis aux députés eux-mêmes. Oui. Mais pour moi, clairement, l'aménagement du territoire doit passer par une démarche participative. Allez, on passe à un autre sujet, la mobilité et les transports publics, puisque la municipalité dépose un préavis d'environ 700 000 francs qui demande un crédit d'investissement pour l'expérimentation de navettes électriques et modulaires, ces fameuses navettes Cristal, une expérience qui doit durer 6 semaines. Alors, on teste dans la ville de Gland la mobilité, toute la mobilité sous toutes ses formes. Aymara Buffa, ça c'est une priorité, de tester ce genre de navette. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire en termes de mobilité, peut-être en termes de transport public? Alors je pense déjà que ça va être c'est une excellente idée que de tester ces nouvelles navettes. Gland a besoin de plus de transport et cette solution peut être tout à fait positive pour notre ville, d'autant plus, comme j'en avais parlé la dernière fois, c'est des navettes qui peuvent s'accrocher les unes aux autres, donc ça va être vraiment non seulement ludique, mais en plus ça va rendre service à la population, puisque lorsqu'il y aura une petite, peu de personnes, on mettra une navette. Lorsque ce sera une grande affluence, eh bien, on pourra en mettre 2 ou 3. Je trouve que c'est vraiment chouette. En plus de ça, elles sont électriques, donc ça va dans le sens de notre ville écolo. Voilà, quoi, je trouve que c'est un joli projet. Mais je vous sens quand même un peu sur la retenue. Je précise que ces navettes, alors c'est en dehors des heures de pointe qu'elles seront mises à disposition de la population à la demande. Et que le but, c'est de partir des extrémités de la ville en passant par la gare Yves Froidevaux. Plan de mobilité, navette, Cristal. Cristal, c'est super. Mais non, le projet, il est génial. Hyper intéressant. Sauf que ce que je ne comprends pas, et puis c'est un petit peu global des fois dans le fonctionnement de la commune, c'est on essaye un truc, et puis un peu comme ça, en dehors de tout champ plus général. Ça manque de cohérence, c'est ce que vous dites.
on a voté, le Conseil a voté pour demander une analyse, une enquête sur la mobilité à Gland, et notamment les transports publics. Ça fait longtemps qu'on l'a fait, on n'a toujours pas les résultats, et on aurait bien voulu avoir les résultats, c'est quoi la vision, c'est quoi les besoins, avant de partir sur un projet comme ça. Mais là, c'est un projet de 6 semaines, on pourrait dire que ça peut être... D'accord, mais il n'empêche que nous, on aurait voulu avoir... ça fait quand même un bon moment que cette enquête a été lancée, on aurait voulu d'une part avoir le rapport, les résultats, et puis voir comment un tel projet s'inscrit finalement dans le concept plus global qu'on souhaite mettre en œuvre. Eh ben non, on fait un projet qui est certes génial, hyper intéressant, et voilà, mais on nous annonce que l'enquête arrivera peut-être ce printemps, et donc on a de la peine à finalement avoir une approche globale, avoir une stratégie globale. La même chose, on parlait sur la participation. Dans le préavis qui est déposé, on s'est écrit « Oui, alors pour les autres sujets, la méthode, elle n'est pas encore finalisée, on réfléchit ». Donc on fait de nouveau des choses sans inscrire ça de manière plus globale et dans une réflexion qui devrait être finalement le rôle de la municipalité, d'avoir un concept, présenter le concept, et puis ensuite faire des expériences qui découlent du concept qui est proposé. Jérôme Frachebourg, sur cette expérience de mobilité, et sur ce que vient de nous dire... Je pense qu'on peut avoir une approche empirique, c'est-à-dire rien n'empêche pendant 6 semaines d'essayer cette navette, et ça peut être par la suite une pièce du puzzle global qu'on utilise dans le cadre d'une stratégie globale de transport. Je ne pense pas du tout que c'est antinomique. En plus, il faut encore l'homologuer et tout. On gagnerait plutôt du temps au cas où on voudrait prendre cette navette. Ce que je trouve positif aussi, c'est que ça positionne Gland, je veux dire, de manière très favorable. C'est la première fois que ça va être testé 6 semaines en Suisse. La Poste est partenaire. Cette première Suisse, c'est plutôt bon pour l'image de Gland. Oui, clairement. Ça montre qu'on a des idées, justement, et puis qu'on teste des solutions. Alors peut-être que ça ne donnera rien du tout, mais donnons sa chance au projet, et quitte à l'insérer par après dans une stratégie globale. En tout cas, Aymar Buffa, vous vouliez... Je disais que je voulais aborder dans le sens de Yves, c'est vrai, on attend depuis un moment le résultat du rapport, mais ce n'est pas parce que nous, on n'a pas connaissance que la municipalité n'a pas connaissance de ces résultats, et c'est peut-être bien pour cela qu'il nous propose ce préavis de cristal pour gagner du temps, comme le disait Jérôme. Enfin, je pense qu'il faut être plutôt optimiste que de... Alors, je suis complètement optimiste. Ce qui m'hallucine, c'est la lenteur de la municipalité ou du service ou du municipal à nous rendre ce rapport qui nous aurait permis de comprendre pourquoi on fait cette expérience qui certes est géniale. Et puis, oui, alors c'est super pour l'image. Moi, l'image de Gland, c'est important, mais je pense qu'il y a le plus important, c'est de répondre aux besoins de la population, plus que de se faire une belle image en faisant un truc fun, quoi. Donc, répondons. Est-ce que ça répondra aux besoins de la population ? Ils ont été interrogés, la population. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir les besoins qui ont été identifiés ? Je trouve ça juste. Faire les choses à l'envers, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est un super projet. Hyper intéressant pour la suite de la vie. Répondre aux besoins de la population, allez, c'est le troisième thème qui sera à l'ordre du jour du Conseil communal. Et on va parler de l'objectif logement. Il fixe des objectifs clairs de production de logements dans un délai donné. Il doit atténuer de manière significative la pénurie de logements dans la catégorie des loyers. Des logements à loyer abordable, c'est un crédit d'investissement de 145 000 francs pour le développement d'une politique de l'habitat. Alors là, on y est, répondre aux besoins de la population, mais il y a une question derrière. Alors vous, municipal, ou vous, en tant que politicien, quelle est votre vision pour répondre à cette pénurie de logements, notamment au niveau de la classe moyenne ? Est-ce qu'il faut encore des tours à Gland, construire en hauteur, un Manhattan sur Gland? Allez, qui veut se lancer? Jérôme Frachebourg. Oui, alors par rapport au... parce que c'est la base, c'est le préavis. Donc le préavis, ça va dans le sens qui a été dit tout à l'heure, ça doit servir à avoir un diagnostic global pour après poser une politique. Mais en dehors de ce diagnostic, votre sentiment, c'est quoi? Par rapport à quoi? Comment on construit pour accueillir ces classes moyennes, voire pour développer la ville? Déjà, c'est pas une chose qui est forcément facile. Pour offrir ce genre on appelle ça des LUP, des logements d'utilité publique, il faut quand même dire qu'il y en a 345 aujourd'hui à Gland. Alors on peut vouloir beaucoup plus, mais il faut quand même aussi mettre en avant ce qui est fait.
Je pense qu'une des clés, c'est quand même de maîtriser le foncier. Quand vous êtes propriétaire ou bien que vous accordez un droit de superficie. Voilà, exactement. Donc, c'est utiliser ces instruments que propose la loi, donc le droit de préemption, notamment pour acquérir, le cas échéant, des parcelles, et puis après, de mettre à disposition des logements dans ces bâtiments qui ne sont pas forcément construits par la commune, qui peut être construit dans le cadre d'un partenariat public-privé. Mais un autre élément, c'est aussi quand on fait des plans d'affectation, c'est de négocier avec les gens qui vont construire un certain taux de logement d'utilité publique. Donc ça... Mais est-ce qu'on construit en hauteur? Est-ce qu'on construit des tours de 10, 15, 20 étages? Ou est-ce que, pour vous, il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser? Alors moi, je ne suis pas foncièrement favorable aux tours de 10, 15, 20 étages. À Gland, on a Cité Ouest, on va voir Swissport. Je ne pense pas que ça doit devenir une systématique à Gland, non. Dans le sud de Gland, il ne faut pas construire d'immeubles de plus de combien pour vous? Alors, je ne sais pas, il faut voir comment ça s'intègre. Je veux dire, justement, c'est de l'urbanisme, il faut voir comment ça s'intègre dans le... dans le bâti existant, et ainsi de suite. Mais je ne veux pas me fixer un nombre d'étages comme ça. Yves Froidevaux, Manhattan-sur-Gland, vous avez aimé? Non, alors moi, je ne suis pas favorable à forcément faire Manhattan-sur-Gland, même si construire en hauteur peut parfois permettre la densification après du logement. Moi, je pense qu'il y a... Enfin, ce préavis, il arrive 10 ans trop tard. Beaucoup de quartiers ont été construits et on parle de négocier avec les propriétaires. Ce n'est pas négocier avec les propriétaires, c'est de permettre d'avoir des outils qui imposent un pourcentage de logements à loyer abordable. Et ce n'est pas un problème pour les investisseurs, puisqu'ils intègrent ça dès le départ dans leur planification. C'est un autre exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, vous êtes dans la critique, mais soyons constructifs. Il y a possibilité, il y a des communes qui demandent 20 à 25% de loyers abordables. C'est dans les Préavignonnais, par exemple. En dessous du marché. Ce n'est pas des loyers qui sont subventionnés, c'est des loyers qui sont moins chers et qui sont moins chers par rapport au marché. Et ça, les investisseurs le font et l'intègrent. Je sais parce que la caisse de pension, on a le plus gros patrimoine immobilier du canton, donc on le fait régulièrement. Et là, il y a 25% de logements... Ça dépend des communes, mais dans les communes... Mais vous, votre politique, justement... Oui, on est pour être en dessous du marché, clairement. Et puis, l'autre chose que je ne comprends pas, prenons l'exemple on construit du logement social et on va chercher une entreprise, un fonds d'investissement qui fait des bénéfices et on ne va pas demander à des coopératives à but non lucratif de le faire. Mais sur la construction, cette thématique on a beaucoup trop de retard sur la définition d'une politique du logement qui permette effectivement à la population de se loger avec des loyers abordables. Et là, je ne parle même pas de subventionner. On est sur des choses qui, par des outils normatifs, offrent des loyers moins chers sans que la commune débourse un centime. Mais alors là, en l'occurrence, la commune arrive avec ce préavis. Vous dites quoi? On stoppe tout, ça sert à rien parce qu'on arrive trop tard? Mais c'est très bien. Non, mais mieux vaut tard que jamais. Hein. Donc très, très bien de le faire. Mais beaucoup de quartiers ont poussé, et puis dans ces quartiers, on n'a pas 20 à 25% de logements à loyer abordable. Alors, donc c'est tard. Ok. Voilà. Aymara Buffin, un jour, un municipal glandois a dit « Une vraie ville qui se respecte, c'est une ville qui a un McDonald's ». Alors, est-ce qu'une vraie ville qui se respecte, c'est une ville qui a un McDonald's et des tours? Alors, je pense qu'une ville qui se respecte est une ville qui a un cinéma, une boucherie, et pas 12 coiffeuses, 30 angleristes, et ainsi de suite. Je n'ai rien contre le fait d'avoir des tours. Je préfère à la limite avoir une tour qu'un champ, que 37 villas les unes à côté des autres, construites comme des cages à poules. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Je ne suis pas, fermée à l'évolution glandoise. Et je pense qu'effectivement, que ce préavis arrive enfin est une bonne chose. Parce que, comme le disait Yves, on a construit ces dernières années de façon un peu... un petit bonheur la chance, 2 tours par-ci, un peu par-là. Ce qui, au vu de la population, encore une fois, est malheureux. Les gens ne sont pas tout à fait très heureux de voir les tours de la Combat et autres. Peut-être qu'on aurait pu en discuter avant. Et pour contrer d'autres choix peut-être malheureux, c'est une bonne idée que de s'armer de ce genre d'outils. Enfin, je pense que c'est quelque chose de
positif. Allez, écoutez, ça sera le mot de la fin sur ces thématiques communales et régionales. Aujourd'hui, on est le 12 mars, c'est la sortie du Paléo. Alors, juste quand même pour que les gens vous identifient un peu plus, puisqu'on a bien compris que c'était une question de personnalité, ces élections. Vous êtes plutôt quoi, Sean Paul, Ayam, Calogero ou Booba? Allez, qu'est-ce que vous écoutez comme musique pour revenir à des choses un petit peu plus légères? On va commencer par vous. Non, mais on va aller passer dans la parole au GDG pour commencer. Non, allez, dites-moi, vous avez le droit d'écouter du Menuet, il n'y a pas de souci. Non, qu'est-ce que j'aime Alors, on va dire les Cowboys Fringants, pour ceux qui connaissent. Les Cowboys Fringants, ok, un groupe un peu plus léger, festif et entraînant. Le chanteur qui est décédé récemment, malheureusement. Voilà, et un groupe québécois se fera. Exactement. Jérôme Frachebourg, vous écoutez quoi comme musique? Alors, moi, j'écoute pas mal Yves Duteil. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Prendre ma ville par la main Voilà. pour la mener vers demain. Faire de ma ville un endroit très sympa. Prendre ma ville par le bras. Quelle belle déclaration d'amour à Gland. J'eus espéré que le cœur de la gauche et de l'UDC se serait joint à Jérôme Frachebourg, à Aymara Buffat. Il aurait dû amener une guitare, on aurait pu se faire un groupe. Il fallait une guitare, voilà. Non, alors il est de notoriété publique que je chante très faux, c'est pour ça que je me permets que j'ai toujours mon instrument avec moi, mais je ne l'ai pas pris. Oui, mais alors qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous aimez écouter chez Alors vous? j'ai des goûts tout à fait... très ouvert, je peux écouter du Mika, je vais peut-être écouter de la musique latino-américaine, puisque ma maman vient du Venezuela. Je vais écouter Marignan, Saint-Trifon, donc de la bonne musique de fanfare, ou bien Viking, pour ne pas la citer. Voilà, le spectacle de la fanfare. Allez, on arrive au terme de cette émission. Je vais rappeler les dates, mais avant, en une phrase, et on va recommencer par vous, Aymara Buffat. Pourquoi il faut voter pour vous le 24 prochain? Parce que je pense que je peux amener... je peux proposer un avenir radieux à notre ville. Un avenir radieux, Jérôme Frachebourg. Moi, parce que je vais m'engager à fond et de tout mon cœur pour que Gland soit une ville agréable à vivre pour tout le monde. On a senti votre amour pour Gland. À vous, Yves Froidevaux. Mes compétences, mon expérience et puis avoir une vraie diversité à la municipalité. Eh bien voilà, pour la diversité, merci madame, messieurs. Voilà, c'était le débat spécial élection complémentaire en ville de Gland consacré au second tour. Je rappelle que les électeurs commencent ou ont déjà commencé à recevoir le bulletin pour leur bulletin dans leur boîte aux lettres pour cette élection. Une élection qui aura lieu le 24 mars prochain. Il faut voter, c'est important. La démocratie vous appelle. Vous avez 3 excellents candidats, donc faites votre choix. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de FC Politique et dès demain, c'est la délicieuse Andrea Braslepo et Alexandre Caporal qui prennent le relais avec Fais voir ta région. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.